C'est l'heure des finales NBA, les amis. Donc, on est ravis de pouvoir enfin débuter le moment le plus excitant de l'année en NBA. Et donc, c'est une finale archi inédite. On va pouvoir découvrir dans quelques instants, Tom est en train de rafistoler certains trucs, le parcours des deux équipes. Mais j'ai envie d'avoir votre avis, les gars, puisque les Phoenix Suns vont retourner en finale et les Milwaukee Bucks vont tenter d'aller chercher un deuxième titre 50 ans plus tard, après Kareem Abdul-Jabbar. Donc, c'est une finale archi inédite. J'ai envie d'avoir vos premiers. Ça fait pile 50 ans. Ça fait pile 50 ans, 71, ouais. Incroyable, absolument, tu as raison. Donc 50 ans après leur dernier titre, les Bucks de Giannis, ou pas de Giannis, vont se disputer ce trophée. Larry O'Brien, d'abord, avant de rentrer dans les détails, j'ai envie d'avoir voilà, vos premières émotions à l'idée de ces matchs qui commenceront demain soir. Si on m'avait dit ça en début d'année, j'aurais dit, bon, ah ouais, bon, sur le papier, ça m'aurait pas été autant excité que ça m'excite maintenant. Parce que, entre-temps, il s'est passé quand même un run de playoff pour les Bucks, pour les Suns, et c'est deux équipes qui m'ont excité. Alors, je suis quand même plus excité par le style de jeu des Bucks, des Suns, mais la solidité des Bucks, le fait qu'ils aient éliminé les Nets, certes blessés, mais avec un Kevin Durant exceptionnel dans une série, quand même, peut-être la série la plus haletante de ces playoffs-là. Ben voilà, je trouve que j'ai hâte d'être à ce soir ou demain soir plutôt pour qu'ils se rentrent dedans, parce que c'est deux oppositions de style avec deux équipes qu'on attendait pas spécialement, surtout les Suns. Et puis, à cet effet de surprise, c'est aussi cool de découvrir des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué les finales, de voir comment ils vont se comporter sur une première finale de playoff. Petite hype. Grosse hype. Petite hype, on va pas se mentir. Pour le coup, je pense pas que ce soit la finale tant attendue par la NBA et même par les fans. Cela dit, il y a quand même de belles histoires dans ces finales. Chris Paul, 16 ans après le début de sa carrière NBA, lui qui n'a jamais fait de finale, qui n'a pas eu de titre. De l'autre côté, Giannis Antetokounmpo qui a déjà 2 titres de MVP, mais qui avait cette réputation de loser magnifique ou pas d'ailleurs en playoff. Donc il y a de belles histoires et du coup, on aura un très beau vainqueur avec une belle... un beau storytelling à raconter. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est la beauté du sport américain. Il y a toujours plein de choses à dire, effectivement. Aujourd'hui, on va essayer de décomposer tout ça. On va parler d'abord de Giannis. Ensuite, on parlera des match-ups clés entre les différentes stars dans ces deux équipes. Et puis ensuite, on ira sur un petit tableau qu'on s'est fait, sur l'expérience, sur le coaching pour ces deux équipes-là. On parlera aussi de l'avantage du terrain, puisque c'est les Suns qui ont l'avantage du terrain. La petite info avant, quand même, c'est de vous dire que comme chaque année, on se retrouve avec un dispo exclusif finale NBA. Oui. On regarde le match ensemble ici, et puis dès que le match est terminé, on se retrouve sur Twitch, First Team 101, pour débriefer tout ça en direct avec vous. On sait qu'il y a beaucoup de couche-tard, lefto qui peuvent suivre. On sait jamais trop s'ils viennent de se lever ou s'ils n'ont pas dormi du tout. Grave, on sait jamais, et c'est ce qui va être cool encore cette fois-ci. L'année dernière, on a vécu des finales au mois d'octobre. D'habitude, c'est le début de la saison NBA. Et bien, cette année, ce sera au mois de juillet, tant mieux. Tu me dis, Tom, si tu as récupéré ton ordi? Je pense que non, sinon tu me l'aurais dit. Dans 1 minute, eh bien, on va continuer de broder ensemble. Brodé. Pardon? Adrien Brodé. Adrien Brodé, bien sûr, dans le pianiste. King Kong. Le pianiste, après, chacun ses choix. Pour moi, son rôle de composition, c'est King Kong. Mais Peaky Blinders aussi. Très bien, apparemment. Très bien. On se tape des délires en régie. Je vais essayer de gagner un maximum de temps en attendant que les beaux tableaux de Tom arrivent, parce que ce serait dommage de se gâcher tout ça. Tu voulais nous raconter la petite histoire de 1969, peut-être, Polo? Ah oui, mais j'étais déçu parce que du coup, je comptais surprendre l'Assemblée, vous deux les premiers, en racontant l'histoire. Je pense pas qu'on est des experts. Cette histoire, du coup, les Bucks et les Suns rejoignent la NBA en 68 et du coup en 69, les deux tirent au sort pour savoir lequel de ces deux franchises va avoir le premier choix draft. C'est les Bucks qui le remportent. Quand on dit tirage au sort, c'est joué à un toss. C'est quand même un truc d'avant-match. À pile ou face, tout simplement. Et à ce jeu-là, c'est les Bucks qui ont gagné. Les Bucks qui drafteront Lou Alcindor et qui est Kareem Abdul-Jabbar. Tout à fait. Ça se joue à rien, des fois. J'ai l'impression que c'est quand même la parité est plus respectée qu'avec les boules froides de 1985. les Bucks qui ont gagné un titre 2 ans plus tard et qui retourneront aussi en finale. Les Suns qui rentrent en finale en 76. C'est deux équipes qui avaient fait des finales NBA dans les années 70. Phoenix retournera en finale NBA, on s'en souvient, en 93 avec Charles Barkley, fraîchement arrivé de Philadelphia et qui arrivera dès sa première saison en étant MVP et qui ira en finale mais qui perdra contre Michael Jordan, 4-2 dans une finale incroyable où Jordan tournera à plus de 41 points par match. On s'en souvient, mais c'est vrai que les Suns reviennent de très loin. Et les Bucks aussi, parce que j'ai vu passer une info, je crois que c'est en 2014 ou 2015 par là, peut-être 2000. Et avec Antetokounmpo et Middleton dans l'équipe, les Bucks avaient eu le plus mauvais bilan de NBA.
il y a 3 ans, c'était les Suns qui avaient le plus mauvais bilan de NBA aussi. Et c'est incroyable de voir que ces équipes aujourd'hui vont se retrouver en finale. Il y a un truc qui est complètement fou pour prolonger ce que tu dis, Erwan, c'est que les Suns, donc on le sait, ont été en finale de conférence Ouest en 2010, il y a exactement 11 ans. C'était la der des der avec Steve Nash. Et ils ont vécu 10 années sans goûter les playoffs. On se souvient du super run pendant la bulle l'année dernière où ils étaient à 2 doigts d'accrocher les playoffs. Ils reviennent l'année d'après avec Chris Paul et ça donne une équipe qui va en finale NBA. Parlons tout de suite donc de ce duel et justement du parcours de ces deux équipes, puisque c'est les deux équipes qui accèdent au final avec énormément de blessures. On en a beaucoup parlé toute la saison. Et c'est vrai que côté Suns, ils n'ont jamais affronté une équipe qui était au complet. Bah c'est ça, quand tu t'intéresses un peu au parcours des Suns, la première chose qui te frappe, c'est là on a la preview et le bilan face à face de la saison. Mais en tout cas, Paul, tu fais kiffer, belle coiffure. Hein, ah oui, tiens, j'avais pas vu. C'est surtout ma tête. Hein. C'est Erwan Duss. Erwan avec une belle crinière blonde. Oui, le truc des Suns, c'est que ce soit face aux Lakers et l'absence d'Anthony Davis, les Nuggets, l'absence de Jamal Murray, et les Clippers, l'absence de Kawhi Leonard, finalement, ils n'ont jamais rencontré une équipe au complet. Et Serge Ibaka. Donc évidemment, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas à s'excuser du parcours qu'ils ont fait et ils ont complètement mérité leur victoire, même sur le terrain. Et c'est même d'ailleurs pas dit que même en la présence de ces joueurs-là, qu'ils auraient été éliminés. Mais en tout cas, quand on analyse en tout cas le parcours des Suns, c'est la première chose qui nous marque. Et à contrario, Milwaukee se qualifie sans leur star. Ouais. Donc c'est quand même... alors Chris Paul a raté des matchs, on lui enlève pas, il a été blessé à l'épaule, il a eu le Covid. Mais les Bucks vont en finale l'année où il n'y a pas Giannis. On va directement aller à fond sur Giannis, puisque c'est la grande interrogation, Erwan, de ce début de finale. Giannis s'est fait mal au genou contre Atlanta. Giannis n'est pas à 100%, ça c'est clair. Pour l'instant, on ne peut pas jouer, mais il pourrait revenir pendant la série. Ouais, une hyper-extension qui nous a fait peur, clairement, quand on a vu les images. On s'attendait au pire. Ça nous a rappelé un petit peu Zlatan avec Tottenham, face à Tottenham, qui s'était massacré le genou. Lui, ça avait été les croisés pour Zlatan, c'est pas les croisés pour Giannis. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est va-t-il revenir et quand? Et donc, il y a Chris Haynes notre ami Chris Haynes qu'on avait interviewé, qui nous dit ça, que s'il y avait eu un Game 7 face aux Hawks en finale de conférence à l'Est, Giannis Antetokounmpo aurait pu revenir. Donc voilà, ça laisse. Après, ça reste des rumeurs. C'est toujours très compliqué de savoir le vrai du faux là-dedans. Est-ce qu'il y a un petit peu d'intox vis-à-vis des Suns? Est-ce que c'est aussi le moyen peut-être d'attirer un peu plus de gens devant la télé? Parce qu'on ne va pas se mentir qu'aux États-Unis, un Suns-Bucks, c'est pas sûr que ça fasse des audiences incroyables. Ils ont fait des bonnes audiences et on rappelle que les audiences de la bulle ont été dramatiques. Voilà. Donc a priori, on est quand même sur de meilleures audiences. On l'espère en tout cas, parce que cette finale va être cool. Maintenant, avec ou sans Giannis, la problématique de ces finales-là, elle change complètement. Nous, on préfère voir les gens au complet, mais pour revenir sur le parcours des Suns, sur le parcours des Bucks, oui, les Bucks vont en finale sans leur superstar. Ils sortent aussi des Nets, privés de Kyrie Irving et de James Harden, qui était à 50% et qui a raté le début de la série. Donc, cette année, finalement, pour aussi arriver en finale, il fallait, dans ce chemin qui mène au final, éviter le plus de blessures. Et j'ai l'impression qu'à ce jeu-là, les Suns et les Bucks ont été les plus chanceux. Les Suns, des deux, des Bucks. Je te parle de tout le chemin, je te parle pas que des finales de conf. Des Bucks et des Suns, c'est lequel le parcours qui t'a le plus impressionné Celui des Bucks, honnêtement, même si les Suns, on y reviendra tout à l'heure, font kiffer de ouf, mais les Bucks avaient une espèce de chape de plomb énorme. Après la défaite l'année dernière contre le Heat, on se souvient, et ça a été dramatique. On pensait qu'ils allaient tout péter. Ils n'ont pas tout pété. Ils ont lâché Bledsoe et ils sont allés chercher Drew Holiday, ce qui aurait pu clairement les mettre de la merde, parce que Drew Holiday était en fin de contrat, donc on aurait pu imaginer qu'il se barre si ça se passe pas bien. Il a prolongé jusqu'en 2024. Mais en tout cas, Drew Holiday leur a apporté, on en parlera ensuite, tout ce qui leur manquait pendant toutes ces années. Et j'ai vraiment senti que les Bucks, avec Giannis, et même sans Giannis, ont vraiment passé un cap collectivement. Donc voilà, parlons de Giannis. Donc, on se pose ces questions. Va-t-il revenir? S'il ne revient pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la grande question, en fait, c'est que s'il n'y a pas ton meilleur joueur, forcément, t'es moins fort. Mais là, pour le coup, pour les Bucks, ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer sans lui. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer sans lui, puisqu'il y a un mec qui a quand même mis ce costume-là de super-héros, c'est Chris Middleton. On va évidemment parler de Drew Holiday et de Brook Lopez. Mais Chris Middleton, déjà, quand Giannis était là, et Polo aime à le souligner, c'est quand même lui qui aime gérer les fins de match pour mettre les gros tirs. C'est son profil de joueur, plus que celui de Giannis Antetokounmpo. Et en l'absence de Giannis, tonton, il a régalé. C'est lui qui fait encore la bascule dans le match face aux Hawks quand ils vont gagner à Atlanta avec 23 points dans le troisième quart-temps. Et donc, il termine avec 32-4 et 7 passes D. J'aime bien aussi les passes D 5, 6, 8, 7. C'est un mec aussi qui est dans le playmaking. C'est pas qu'un scoreur exclusif.
Et c'est clairement sur lui que les regards vont se porter, parce qu'en l'absence de Yanis, c'est clairement lui la méga star, c'est lui qui fait la bascule de tous les matchs importants. Non mais c'est clair, il fait la bascule dans les 3e, 4e cartons, il fait la bascule dans les matchs coup près à chaque fois, que ce soit contre les Nets et aussi contre Atlanta. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis, alors je sais que vous ne l'avez pas mis, mais même Yanis ou pas Yanis à 0%, 50% ou 100%, j'ai quand même envie de croire aux Bucks. Il y a les Bucks cette saison sans Yanis, playoff compris, c'est 8 victoires, 5 défaites. On les a vus face aux Hawks, même si les Hawks aussi, privés de Trae Young, bah, ils ont quand même fait de très gros matchs, des matchs très solides. Moi, j'ai quand même bon espoir que c'est une équipe quand même dont la base et la défense, c'est peut-être l'une des meilleures défenses, voire la meilleure défense de NBA. Ils basent leur jeu là-dessus. Derrière, tu as des joueurs capables de prendre leurs responsabilités. C'est équilibré. Tu as une grosse raquette. Tu as des gros défenseurs sur les lignes extérieures et c'est très important face aux Suns. Moi, je suis... sans Yanis, je ne suis pas confiant, mais j'ai quand même envie d'y croire sans Yanis. Donc, en tout cas, la réaction qu'ils ont, et alors pas le match où Yanis se blesse, la fameuse théorie, mais par contre la réaction d'après la blessure de Yanis, elle est extraordinaire. Et tu as raison, il y a des joueurs, donc on a vu Chris Middleton, il ne fallait pas lui en promettre, prendre le leadership du scoring et de l'attaque, mais on a vu Jrue Holiday, même s'il est maladroit défensivement, faire des choses incroyables. On a vu Brook Lopez, pareil, faire le match qu'il fallait à un moment donné, notamment sur le match 5 avec des dunks. Tu l'as comparé d'ailleurs à Dwight Howard, mais il y avait un peu de ça. Il a mis 33 points dans toute sérénité. Et puis surtout, les role players, on va en reparler, cette défense de plomb, parce que cette équipe-là, même maladroite, défensivement, elle livre un combat. Et c'est ce qu'on disait face aux Nets. Au début, ils sont trompés dans cette série en disant on va jouer à la baballe, qui sera le plus talentueux. Cette équipe, elle ne vit pas sur son talent, elle vit sur sa dureté. Et quand il joue dur, mal tempo, on l'a vu sur la fin de série face aux Hawks. Allons tout de suite sur les gros duels qu'on va attendre. On a parlé un peu de Middleton, mais on va parler des meneurs de jeu, parce que j'ai parlé de Jrue Holiday tout à l'heure, tu as un peu parlé de Chris Paul. Lui, blessé, Covid, on l'a dit, mais c'est la première fois que Chris Paul va aller en finale NBA. C'est donc un niveau qu'il va découvrir, même si on n'est pas très inquiet de ses performances. En tout cas, il va avoir un duel de très 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 haut niveau, un des mecs les plus sous-cotés, on l'a souvent dit ensemble. Chris Paul face à Jrue Holiday, on regarde un peu ses stats, elles sont plutôt similaires, des points évidemment, beaucoup de passes, des pourcentages très très corrects, voire beaucoup plus côté Chris Paul, des pourcentages un peu plus suspects ouais, côté Jrue Holiday. Il n'empêche que ces deux mecs qui des deux côtés du terrain sont des généraux de leurs équipes et ils nous font kiffer dans ces playoffs, Polo. Là, pour moi, c'est le match-up le plus important, et on en parlait dans l'ascenseur avant de monter en studio pour cette émission. Pour moi, c'est là, le match-up le plus important, il est là. Parce que Chris Paul, dans ses playoffs, c'est la première fois qu'il va affronter un meneur de très très gros calibre, que ce soit en attaque et en défense. Est-ce qu'il va pouvoir avoir ce rayonnement face à Jrue Holiday? Moi, c'est pour ça aussi que j'ai foi en ces Bucks, parce que j'ai l'impression que le joueur capable d'emmerder le plus Chris Paul, c'est Jrue Holiday, que ce soit le fatiguer en attaque et lui rendre la vie difficile en défense. No offense à Reggie Jackson qui était très bon, mais on est sur autre chose quand même. Mais voilà, il manquait des joueurs. Les Lakers n'avaient pas les armes. Donc moi, c'est le truc que je vais regarder en priorité, c'est ce match-up. Je pense que toi aussi. Alors. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'attends demain matin, premier entre-deux, balle, peu importe à qui. Si c'est Chris Paul, bam, Holiday dans les jambes. Si c'est Holiday, bam, Chris Paul dans les jambes. Ça va être un vrai duel d'une importance capitale pour les deux équipes. On sait que Jrue Holiday, on l'a vu dans les pourcentages, peut passer un petit peu au travers, mais par contre, défensivement, jamais il s'oublie. On sait l'importance de Chris Paul sur l'organisation du jeu, même si, quand on l'a vu quand il était absent, Devin Booker va sortir un triple-double à 40 points, mais il ne fera pas ça tout le temps. Ça reste une équipe jeune, les Suns, qui vont quand même s'appuyer sur Chris Paul, même s'il va découvrir ce que c'est une finale NBA. On sait que les Suns ont besoin d'un Chris Paul qui met de l'ordre dans la maison. Et clairement, Holiday, il le sait, il va le cibler. Et ce duel-là, que ça soit défensivement ou offensivement, ils vont se tirer la bourre les deux, va quand même orienter, déjà dès le début de la série, va donner un petit peu le ton de qui va avoir l'avantage. Tu es d'accord avec ça, toi? Ouais, je suis plutôt d'accord. Et puis, en plus, c'est marrant, ils ont un peu, entre guillemets, le même profil tous les deux. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois donc, meneurs de jeu, mais vraiment dans le sens distribution. Mais ils sont aussi vachement agressifs. Évidemment, la masterclass de Chris Paul pour la qualif en finale, les 41 points sont majestueux. Mais ce qu'a fait Jrue Holiday sur les deux matchs en Yanis, c'était de très, 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 très haut niveau en attaque, sur l'agressivité, sur l'impact sur le match. Puis défensivement, Chris Paul a toujours été dans les All-NBA. Jrue Holiday était un incroyable défenseur. On se souvient de cette... même plus sous-côté. Pour moi, il a été All-NBA l'année dernière. Donc, All-NBA First Team, c'est plus sur-côté. En attendant, c'est un duel de mecs qui peuvent se tirer la bourre l'un et l'autre des deux côtés du terrain.
c'est impossible de donner un pronostic sur qui va dominer l'autre. Non. Je sais même pas si l'un des deux va réussir à dominer le match. C'est difficile à dire et la bascule va se faire là, moi, je pense. Mais la bascule, elle va pas se faire sur le nombre de points marqués. Ça va être vraiment celui qui va réussir à tenir cette pression et à réussir à faire jouer son équipe. Et les fins de match. Voilà, et les fins de match, évidemment. Mais ça fait partie de bien gérer son équipe. Je vais pas attendre de l'un... Ça ne m'étonne pas que les deux se tournent à moins de 20 points. Tant la pression l'un sur l'autre va être forte. Maintenant, c'est avec cette pression, réussir quand même à bien faire jouer son équipe. Quand tu as Jrue Holiday qui est en bugne à bugne, ton but, ça va pas être de mettre 25, 30 points par match. Par contre, c'est que va falloir alimenter Booker, va falloir alimenter Ayton, va falloir aller chercher les seconds couteaux. Et pareil pour Jrue Holiday, chercher Tucker dans les corners, donner à manger à Brook Lopez, donner à manger à Middleton. Ça va être important. Deuxième match-up important dans cette série, et pas des moindres. Hein. Chris Middleton, dont on a parlé tout à l'heure, contre Devin Booker. Alors, pas forcément l'un sur l'autre, puisque chaque équipe a des gars à envoyer sur l'autre. Mais regardez ses stats, évidemment de très très haut niveau. Devin Booker qui, malgré son épée et son masque, a continué à être bon. J'ai pas dit très bon, il était très bon au début de playoff, un peu moins sur la fin, mais Chris Paul a pris le relais. De l'autre côté, Middleton s'est sublimé, on l'a dit. Deux joueurs au top du top qui vont découvrir ce niveau-là. Et ça aussi, ça va être très important pour savoir qui va gagner cette série. Ah ouais, mais ce qui va être intéressant, du coup, c'est savoir qui va défendre sur Devin Booker côté Bucks et qui va défendre sur Chris Middleton. T'en vois qui pour l'instant. Hein Ouais. Sachant que Middleton joue 2 aujourd'hui dans le 5 avec PJ Tucker. Ce qu'on a vu en saison régulière, c'est quand même Michael Bridges qui se fout sur Middleton et Devin Booker, pour le coup, c'est Tucker. C'est Tucker, à mon avis, qui va s'envoyer dessus. Et il est en mission sur ses playoffs, de toute façon, il s'est envoyé tout ce qui se faisait de mieux. C'est ça, et il l'a très bien fait. Donc moi, je suis quand même inquiet. Pas inquiet. C'est quand même un joueur extraordinaire. Je suis quand même curieux de voir Devin Booker, 24 piges, qui découvre ce niveau-là, avec PJ Tucker dans les pattes. Comment lui aussi va réagir avec cette pression, avec cette intensité-là face à lui. Ce sera une des belles questions de ces finales aussi. J'ai hâte de voir ce duel. Il sort quand même d'une série où il a pris un Pat Beverley surexcité sur le rap. D'ailleurs, ça lui a coûté un nez. Moi, je pense qu'il est prêt, clairement, Devin Booker. Et puis, ce qu'on a adoré, c'est son alternance dans le jeu. Du drive, on l'a vu mettre des dunks féroces. On l'a vu très adroit à 3 points. On l'a vu dans le mid-range. Et on sait que le mid-range, c'est une arme. C'est une arme terrible dans le basket. Ça marche pour les deux joueurs, d'ailleurs. Ça marche pour les deux joueurs. C'est clair. Et moi, je suis pas spécialement... Alors, je pense que PJ Tucker a clairement coché la case Devin Booker. Mais moi, j'ai quand même vu dans ces playoffs-là, avec des très hauts, des un petit peu moins bas, mais qui n'ont jamais été très bas, j'ai quand même vu un Devin Booker être capable de répondre à tout type de défense sur ces playoffs-là. C'est un bonhomme, en tout cas, il n'aura pas peur de lui rentrer dedans. Et de l'autre côté, par contre... il y a aussi des armes pour défendre sur Chris Middleton. Michael Bridges, il va y aller. Jake Crowder va y aller. Je pense que Jake Crowder, ça va être un peu l'espèce de pansement qu'on va essayer de mettre un peu sur Giannis au moment où c'est compliqué de défendre sur Giannis, qu'on va essayer de mettre un peu sur Middleton au moment où c'est compliqué de défendre sur Middleton. Ça va être très intéressant. Moi, c'est pareil, ces premiers match-ups, c'est de savoir qui va défendre sur qui va jouer sur qui. C'est les premières choses que je vais regarder. Il fait très bien Middleton. C'est vrai que Jake Crowder, va l'envoyer, qui est pareil, exemplaire sur ces playoffs-là. Attention à Middleton qui est plus grand que Booker et qui est plus grand que Crowder. Donc peut-être Michael Bridges pour son allonge, mais pareil, il faudra trouver différentes solutions. Cam Johnson qui peut s'envoyer. Cam Johnson qui pour le coup est très grand aussi, qui est un vrai bon défenseur bien vaillant. Maintenant, ça va être très intéressant aussi de voir les choix tactiques et comment, selon la réalité de chaque match, la vérité de chaque match, tu vas t'adapter souvent avec tes défenseurs. Et puis c'est vrai que tant que Giannis, pour l'instant, n'est pas là, ça fait des armes en plus à envoyer sur Middleton, parce que quand tu mets Giannis, ça va splitter un petit peu les forces défensives côté Suns. Middleton a-t-il les épaules? Il a prouvé sur les 2 derniers matchs là qu'il avait ce qu'il fallait en lui. Il y avait des vrais doutes autour de lui. Est-ce que pour vous, sans un retour de Giannis, parce qu'on peut vraiment prévoir ça, Middleton peut être MVP des finales à la fin de la série là? Alors si les Bucks gagnent, les épaules, s'ils gagnent, oui. Si les Bucks gagnent et que Giannis ne revient pas, moi je le vois lui comme MVP. Ce qui me rassure côté Middleton, on l'a vu quand même passer au travers en playoff. Moi, les 2 premiers matchs, notamment face au Nets, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? C'est-à-dire qu'il passe au traviole offensivement, il passe au traviole défensivement. Il n'était pas du tout. Ce qui me rassure avec Middleton et pour les Bucks, c'est qu'au plus les Bucks étaient dos au mur et au plus les séries étaient proches de se terminer, au plus il était bon. Et ça, c'est bon signe. Et il monte en puissance sur ses playoffs. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et de vrai franchise player des Bucks, tu nous le dis souvent. Non, ça, pour rigoler, mais tu le dis quand même. Je dis souvent à Erwan et Tom pour rigoler que pour moi c'est le franchise player des Bucks, mais en tout cas c'est celui qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, que ce soit dans les matchs coup près et dans les moments coup près des rencontres, que ce soit dans les 4e et les 3e cartons. On l'a très bien vu face aux Nets sur la fin de série et face à Atlanta. Moi je crois qu'il a vraiment, et ce tableau en est la preuve la plus implacable.
J'ai vraiment confiance en Chris Middleton. Les crises qu'il a. Il a un carton en match 5 extraordinaire, le troisième carton en match 6 est tout aussi extraordinaire. Il tue les matchs à ces moments-là. Alors oui, Chris Middleton a moins de hype que d'autres, mais quand là sur ses playoffs, il a eu des crises où à un moment donné, tu peux que dire bravo, c'est indéfendable. Si ça avait été Booker, exactement. Si c'est Booker ou LeBron qui fait ça ou Kevin Durant, tout le monde dit oh mais quel joueur extraordinaire. Alors c'est Middleton et les Bucks, donc on en fait un petit peu moins. Mais moi je l'ai vu pendant ses playoffs dire vas-y, donne-lui la balle, c'est bon, il va te faire gagner. Et ça, c'est un énorme plus pour les Bucks. Il peut aller au panier en transition, il peut jouer mid-range, on l'a dit, il peut marquer à 3 points. Les moves, quoi. À un moment donné, même quand c'est bien défendu, museau. Et c'est exactement ce que je veux dire. Quand il est dans la zone, comme on dit, de manière un peu ringarde, et ben il rentre tout. Et t'as l'impression que tu peux lui mettre n'importe quel défenseur face à lui. C'est pas ringard, c'est un des derniers morceaux de Jules dans la zone. Donc il n'y a rien de ringard, mon Polo. Voilà. On vient de parler de Jules. Je pense qu'il est temps de passer au troisième match. Merci. Troisième match. Il se passe à l'intérieur, et donc on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est Brook Lopez contre DeAndre Ayton, le numéro 1 draft qui lui aussi nous régale d'efficacité et de vaillance dans ses playoffs. Regardez leurs stats, DeAndre Ayton est magnifique, avec un pourcentage mais complètement délirant, digne de DeAndre Jordan, tout simplement. De l'autre, Brook Lopez qui nous a... J'allais dire surpris, c'est pas le mot, mais DeAndre c'est rappelé au bon souvenir. Brook Lopez a été magnifique lui aussi. On avait envie qu'il se sublime et step up en l'absence de Giannis. Et il s'est retrouvé en première force intérieure. Ouais. Il a été magnifique. De physiquement, après, de leadership aussi. Mais c'est un mec, n'oublions pas que chez les Nets, c'est un mec qui a été franchise player. C'est un mec qui sait mettre des paniers. C'est un mec qui a tourné à 20 points de moyenne, qui a été All-Star. Alors là, après, il y a eu son passage dramatique aux Lakers, mais chez les Bucks, il s'est mué en second couteau, en s'écartant à 3 points. Mais là, avec l'absence de Giannis, et c'est ce que tu avais justement dit dans le First Day Show jeudi dernier, et moi, je le ramènerai quand même proche du cercle. C'est un buffle, c'est un bon rebondeur, c'est un très bon contreur. Il a cette adresse au large, mais là, il a su compenser l'absence de Giannis en amenant une vraie présence physique. Il les a détruits, les Hawks, en post-up. Et là, ça va être très intéressant. Giannis n'est pas là. Un vrai bugne-à-bugne avec DeAndre Ayton qui peut aller le chercher au large. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il va pouvoir impacter DeAndre Ayton, mais en même temps amener DeAndre Ayton au large. Et on sait que si tu enlèves DeAndre Ayton au large, ils ont beaucoup moins de rim protector, comme on dit. Ce qui est dommage pour Brook Lopez, c'est l'absence de Giannis, parce que l'absence de Giannis, en tout cas sur ce Game 1, j'imagine mal qu'il joue, ça aurait envoyé, je pense, DeAndre Ayton sur Giannis. Et du coup, ça aurait libéré des possibilités offensives pour Brook Lopez. On a vu cette saison, c'est Giannis du coup, c'est Ayton du coup qui défendait sur Giannis. Et Monty Williams changeait son 5 en envoyant notamment un Dario Saric pour bloquer la hauteur, la taille de Brook Lopez. Là, pour le coup, Brook Lopez va se retrouver face à Ayton. Alors oui, il va pouvoir l'écarter en phase offensive, mais en phase défensive, il sera bugne-à-bulle face avec lui. Est-ce qu'il peut le tenir, le Ayton de ses playoffs? Je suis pas sûr, Polo, vraiment que Lopez s'écarte autant. Quand on voit, ils vont avoir quand même besoin d'un impact physique. On voit Bobby Portis qui est très bon, mais Bobby Portis c'est aussi au large. Ils ne peuvent pas jouer non plus avec Giannis, il joue souvent en fer à cheval à 4. Là, tu ne peux pas jouer à 5. Je pense que Lopez, tant que Giannis n'est pas là, il a tout intérêt à continuer à matraquer à l'intérieur. Et c'est ce qu'il sait très bien faire. Hein. T'en penses quoi, Tatum? J'ai du mal à me projeter, honnêtement, parce que DeAndre Ayton, en fait, m'a vraiment surpris, moi, par sa dominance, là, par son impact, par sa régularité aussi. Donc j'ai du mal à me projeter. Capella a mangé grave. Donc on peut aussi se dire que si on doit donner une pièce, c'est DeAndre Ayton. Mais si quelqu'un vient me défendre Brook Lopez en l'absence de Giannis, je vais te dire oui aussi. Donc DeAndre Ayton est un vachement jeune joueur pour le coup. Et lui aussi, il y a peut-être a-t-il les épaules? C'est toujours les questions qu'on se pose avec les très jeunes joueurs. On parle beaucoup de match-up, de oui, pourquoi, de ça et tout. Maintenant, c'est une finale NBA et il y a la dimension émotionnelle. Tout à fait. Et ça, ans, et ça, pour le coup, tu as raison. C'est vrai que les Suns sont très jeunes. Alors, certes, il y a Chris Paul, mais tous les autres Suns sont très jeunes. Et la dimension émotionnelle, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit avantage côté Bucks parce qu'ils ont des guerriers un peu plus aguerris, peut-être, en temps de NBA. Très bien. Et puis il y a la question du pick and roll. Comment Brook Lopez va défendre le pick and roll Chris Paul ou même Booker Ayton. On a vu que les Nuggets ont eu zéro réponse à ça. On a vu que les Clippers... Avec Jokic, mais on a vu que les Clippers, que ce soit small ball ou avec Zubac, zéro réponse. Est-ce que Brook Lopez... Moi, je me souviens de Trae Young qui les a démontés avant qu'ils s'y remettent. Donc c'est une question. La grande question, c'est qui va dominer le mid-range pour moi, et ça donnera une indication. Et c'est à Brook Lopez d'arriver à gérer le mid-range de deux méga players de mid-range, Booker et Chris Paul. Donc c'est une vraie question. J'ai bien aimé son adaptation sur les défenses pick and roll face aux Hawks. Après, il s'est blessé, moi ça change tout. Hein. Non mais
certes. Quand ils gagnent, c'est qu'ils sont fait, quand ils ont perdu, mais sur le match 2, c'est qu'ils sont fait défoncer sur pick and roll. Mais sur le match 2, notamment, quand il rajoute un pas, on en avait parlé avec Alan, quand il rajoute ce pas, il est capable de le faire. Alors après, oui, sur les pas latéraux, Ayton est beaucoup plus à l'aise que Brook Lopez, qui est quand même un énorme 33 tonnes. Et dès qu'on doit aller le chercher sur les pas latéraux, c'est plus compliqué. Par contre, il prend de la place. Donc, c'est un mec intelligent. Rajouter un pas, mais je pense que Budenholzer a dû faire un peu de vidéo. Très bien. Budenholzer, Monty Williams, duel de coach. On nous a fait un petit tableau avec des points à distribuer des deux côtés parmi les deux équipes. Ça va commencer par le coaching. Et on n'a pas su donner un avantage, que ce soit à Monty Williams ou à Mike Budenholzer. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait tout à l'heure que c'était largement avantage Monty Williams. Vous en pensez quoi, les gars? Alors, moi, je veux bien. On kiffe Monty Williams, on kiffe son basket. Maintenant, on va pas chier non plus sur Budenholzer. Moi, j'ai presque envie de dire, en tout cas sur une finale NBA, avantage à Budenholzer. Il a été assistant de Popovich pendant des années. Monty Williams, il a été dans le staff des Spurs. Ah ouais, lui aussi. Hein. D'accord, là, je te parle, il était numéro 2, l'autre. C'est-à-dire qu'il se retournait, il disait qu'est-ce qu'on fait, Bud? Donc, moi, je veux bien. Donc, oui, les Suns, il y a l'histoire est peut-être un peu plus sexy, j'entends, et le jeu des Suns c'est un peu plus sexy. Par contre, le Budenholzer a un côté très pragmatique dans son jeu. Il a cette expérience des Spurs d'avoir gagné en étant numéro 2 et pas numéro 3 ou 4 donc après ce qu'a créé Monty Williams, je pense qu'il a beaucoup de certitude aussi pour ces finales-là. J'ai quand même envie de dire avantage à Budenholzer. Moi, j'ai envie de dire aussi avantage à Budenholzer pour déjà tout ce qu'il a fait en tant que head coach, même à Atlanta. Et puis, à ce côté, on en a beaucoup parlé, notamment avec le PSG cette saison, d'apprendre à perdre avant de gagner. Et pour le coup, les Bucks, ça fait quand même déjà quelques fois qu'ils se mordent les dents en play-off. Ils ont l'expérience de certaines désillusions. Ils arrivent cette année très fort, très en confiance. Monty Williams et les Suns, c'est quand même tout leur sourit maintenant depuis la bulle de l'an passé. J'ai envie de voir un moment où ils vont vraiment être dans le struggle. Ils l'ont été quand il y avait 2-1 pour les Lakers. Mais Anthony Davis se blesse. La réponse, elle n'a pas été tactique. La réponse, elle a été, c'est une blessure d'Anthony Davis qui n'enlève rien au Sun, certes. Mais autant j'ai vu Budenholzer apporter des réponses stratégiques et tactiques contre les Hawks face aux Nets. Autant Monty Williams, il a fait ce qu'ils ont fait très bien toute l'année, mais c'est vrai que face aux Lakers, par exemple, quand ils sont menés 2-1, la bascule, c'est la blessure d'Anthony Davis. Ouais, mais tu vois, c'est toujours la question entre oui, il y a peut-être un des deux mecs qui a mieux réagi, il y en a un autre qui a pas eu à réagir. Ah oui, parce que quand il est bon coaching, il est au bon coaching au début du match. J'ai cette impression que les Bucks sont construits dans la difficulté maintenant, enfin dans la difficulté entre guillemets, avec, je te dis, des échecs, etc. Alors que pour les Suns, je te dis que pour l'instant, ils sont sur un espèce de petit nuage qui peut continuer, qui peut perdurer. Moi, j'aime bien parier sur les équipes qui sont sur un nuage en général. Non, mais enfin, je veux dire, en général, un nuage en général, il peut durer jusqu'au bout. C'est une finale NBA. La finale NBA, c'est quand même une bulle, entre guillemets, où on oublie tout ce qui s'est passé avant. Il y a des joueurs très jeunes aussi côté Suns. J'attends de voir. Très bien. On continue sur notre petit tableau. On a mis avantage pour le 5 majeur. Il n'y a pas Yanis. Pas besoin d'y revenir. Mais quand Yanis n'est pas sur le terrain et que c'est Bobby Portis qui prend le relais, no offense à Bobby, hein, Robert le patateur. Mais avantage pour nous, clair, chez les Suns. Vite fait sur le banc, les gars. On a mis avantage Suns. Cameron Payne a été incroyable. Je vois du Cam Johnson, on en a parlé. Il y a du Saric, il y a du Torrey Craig. Torrey Craig a été très bon. Torrey Craig qui sera champion NBA quoi qu'il arrive. On imagine qu'il préfère l'être avec les Suns, mais parce qu'il a joué en début de saison. Il avait commencé le début de saison avec les Bucks, ça s'est pas très bien passé. Sur le banc, la profondeur, j'ai envie de dire avantage Suns. Par contre, je reviens au fait qu'il y ait plus de papa côté Bucks. Qui sur les Bucks, je vois Jeff Teague, hein Jeff Teague. Oui, certes, mais Forbes, Pat Connaughton. Oui, je vois, c'est un peu plus de papa pour moi parce que les Bucks, les Cam Johnson que j'adore, c'est des finales NBA. Je veux voir maintenant le côté émotionnel, profondeur pour les Suns. Expérience, j'irai sur les Bucks. Et pour le banc. On a mis égalité. Sur le banc, je te parle. Mais sur le banc, qui alors du coup? Jeff Teague. Bryn Forbes, tout ça, c'est des mecs qui passaient par les Spurs. Pas dans les bonnes années. On a mis expérience. Cette stat est complètement folle, on en parlait. Le seul qui est allé en finale NBA, c'est Jay Crowder l'année dernière avec Miami. Il a joué 6 matchs. Sinon, il n'y a aucun autre joueur qui a disputé un match de finale NBA. C'est une stat jamais vue dans l'histoire de la NBA. C'est peut-être la première saison de l'histoire de la NBA. Les Suns ont aussi peut-être plus d'options sur le banc. Tu vois, je regardais là rapidement. Il y a 9 joueurs qui ont joué plus de 10 minutes de moyenne sur ces playoffs.
c'est quand même un peu plus raccourci côté Bucks. Et puis, ouais, voilà, je vous dis, des profils différents de Cameron Payne à Cameron Johnson, Torrey Craig pour la défense, Dario Saric pour la taille. C'est pour ça que moi, j'irais plutôt sur Est-ce qu'on n'a pas peur qu'à un moment donné, ce fameux Cameron Payne que tu as détesté sur son passage aux Bulls notamment, même quand tu étais OK. est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un retour sur terre de prévu à un moment donné? Est-ce que les finales NBA ne sont pas pour ce type de joueur le théâtre parfait pour remettre les pieds sur terre? Après, quel rôle il aura avec on imagine un Chris Paul qui va quand même jouer beaucoup de minutes. Il a été blessé, on se rappelle, à la fin de la série contre les Clippers. Il a été blessé. Donc moi, je n'imagine pas ce sera le backup évidemment, mais oui, c'est sûr qu'en finale NBA, je l'imagine pas avoir un rôle assez fou. Après, il a toujours dynamité, quoi qu'il arrive, premier tour, demi-finale, finale de conf, ils l'ont toujours mis, il a toujours fait chier tout le monde. Donc moi, je pense qu'il aura mine de rien un rôle dans cette finale. Moi, il me fait un peu penser à JJ Barea 2011 avec les Mavs où on n'attendait pas que le gars soit si fort. Et à chaque fois, il y a un mec comme ça qui sort du bois, des petits là, chiants scoreurs, il y en a tout le temps. Donc bon, moi aussi, je suis pas que vous. Je suis grave dans le délit de sale gueule avec Cameron Payne, je le déteste. Maintenant, c'est un bête de joueur, il est chiant, il parle à tout le monde, il veut se battre avec tout le monde et surtout, il est d'une efficacité à toute épreuve. Donc, bravo à Cameron Payne. On va clôturer tout ça sur les petits pronos puisque en saison régulière, de toute façon, les Bucks ne peuvent pas gagner sans Cameron Payne. Ah ouais? Parce que no pain, no gain. Tout à fait. Absolument. Mais c'est les Suns, du coup. C'est ce que j'ai dit. T'as dit les Bucks. Les Bucks, t'as merde, j'ai raté ma blague. Vous pouvez pas comprendre du coup. Alors je vais la refaire. Donc deux matchs de saison régulière dans ce match-là. Ces deux matchs sont joués à 1 point à chaque fois. Yanis est à 40 points sur la série. Un match est fini en prolongation. Un match est fini avec un tir à la dernière minute de Booker avec une faute de Tucker qui s'est fini au lancer franc. Donc deux super confrontation de saison régulière. On est sûr que ce sera la même chose dans ces playoffs-là. Sachez, les gars, que les Suns ont l'avantage du terrain et sachez aussi que les bookmakers donnent les Suns gagnants à 1,53, 2,35 pour les Bucks. Alors j'ai envie d'avoir, on a vu vos pronos, mais j'ai envie d'avoir vos avis sur la physionomie de cette série. Si Yanis ne revient pas, parce que c'est quand même obligatoire de penser comme ça, si Yanis ne revient pas, avantage du terrain à Phoenix, je vois Phoenix gagner. Je vois un Chris Paul, je pense qu'il est à... Il va y avoir quelque chose au-dessus de sa tête. Il marche sur l'eau, à l'image de ce dernier match face aux Clippers pour se qualifier en finale. Je trouve Chris Paul exceptionnel, même si c'est peut-être lui qui va avoir le match-up le plus compliqué défensivement de ces finales côté Suns. Il n'empêche, il apporte quelque chose. Je le trouve serein. Je sais que c'est son moment. Il a tellement entendu ça. Je vois les Suns. Si Yanis ne revient pas, je vois les Suns gagner, s'imposer 4-2. Moi, je dis les Bucks déjà. Sans Yanis, hein. Déjà, moi, je pense que Yanis va revenir. Parce que sans Yanis, on fera un deuxième prono si tu veux. Sans Yanis, je te dis les Bucks aussi. Parce Très bien, ça me va. Je crois que sur les match-up clés, que ce soit sur Booker et sur Chris Paul, cette équipe, même sur Yanis, a les moyens de contenir l'influence que ces deux joueurs-là ont. Ils ont de la maillotche à envoyer dans la raquette avec Portis et avec Lopez. Au final, si on joue au jeu des match-up comme ça, évidemment qu'ils vont morfler, mais on a aussi parlé de Chris Middleton et de l'impact qu'il a notamment sur les fins de match, de l'impact de Jrue Holiday aussi. Je crois vraiment en ces Bucks, même sans Yanis. C'est pas l'équipe la plus kiffante à avoir joué, mais c'est une équipe qui défend solide, combat, qui est solide, qui se connaît bien et qui me semble en mission. Donc j'y crois énormément. Et Brook Lopez, ça va être très intéressant. Moi, je pense que DeAndre Ayton va avoir un rôle énorme à jouer et c'est pour ça que je mets les Suns aussi. C'est que oui, on va demander à Brook Lopez sur pick and roll peut-être de faire un pas de plus. Le problème, c'est que là, tu as un mec qui roll et qui a des mains, qui roll ou qui pop et qui a des superbes mains. Et je pense qu'il est capable d'encaisser le combat physique imposé par Brook Lopez et les Bucks, à partir du moment où tu arrives à limiter leur impact physique, ce que n'ont pas réussi à faire les Hawks, parce que c'est très très dur le combat physique imposé, c'est pas les plus sexy les Bucks, mais mon Dieu, c'est une bagarre de boîte de nuit à chaque fois que tu joues contre eux. Et là, je pense que avec DeAndre Ayton, ils peuvent lutter à ce jeu-là. Et par contre, Tom, si Yanis, si Yanis revient, tu restes sur les Bucks. Évidemment. Si Yanis revient à 100% dès le match 2, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que tu changes ton avis? Je change forcément parce que toujours dans cette dimension de combat, j'ai l'impression que les Suns, sur la durée, risquent un petit peu de tirer la langue. Parce que DeAndre Ayton peut encaisser ces chocs-là. Derrière, les Cam Johnson, les Michael Bridges, j'ai quand même l'impression que sur la durée d'une série, au meilleur des 7 matchs, que Brook Lopez, Tucker, Giannis Antetokounmpo, Holiday, ça risque de faire beaucoup. On l'a vu comme dans les séries, la fin de série face aux Nets, la fin de série face aux Hawks, comme c'est un rouleau compresseur qui vraiment crame ces équipes-là, ces adversaires en tout cas. Donc si Giannis revient,
Je vais sur les Bucks. Très bien. Moi, mon avis, c'est que Yanis, pas Yanis, je mets les Suns en 6 et que je vais pas faire... commettre l'outrage de dire que les Bucks sont meilleurs avec Yanis, hein. Enfin sans Yanis plutôt, mais j'ai quand même la sensation, tu parlais d'un nuage, tu as raison, je vois une équipe mature et les Bucks sont arrivés enfin à ce niveau-là, donc c'est une saison réussie, mais j'ai toujours ce truc de me dire qu'il leur manque un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, ça peut être un bon Yanis dans les fins de match, ce qui n'a jamais été le cas, et donc voilà, donc moi je pense que Chris Paul va être fantastique, et je le vois même MVP des finales, avec des stats et surtout des fins de match très très réussies. En tout cas, c'était très cool de vous entendre parler de ça, les gars. Vous nous dites dans les commentaires, vous, de votre côté, qui va gagner cette série et en combien, et qui sera votre MVP des finales. Je vous le rappelle, mais à partir de demain, donc demain soir, mardi soir, la finale NBA débute, et on sera ensemble juste après le match pour débriefer tout ça sur Twitch. First Team 101, le match est à 3h du matin. On suivra toute cette finale ensemble. Ça va être très très cool, je vois beaucoup de Suns en 6, ça me fait kiffer. Bravo, bravo le soleil. Toujours, on vote pour le soleil et rien d'autre, ça m'étonne de toi, Erwan. Vous les avez convaincus. Moi, j'ai mis les Suns, mais moi, les Suns m'ont bien plus régalé. Moi, les Suns me régalent. Je veux que les Suns gagnent. Après, avec Yanis, ça me paraît compliqué. Je t'embête. On a fait le tour de cette finale NBA. On va pouvoir maintenant accueillir Tom et Antoine pour la suite de House of Sports.